Merci à vous tous d'être très nombreux. Je trouve que vous êtes plus nombreux que l'année dernière. Je sais pas, c'est plutôt une bonne impression. Oui, comme tu le disais, Jean-Claude, 3 invités. Tout d'abord Florence Miaille, qu'on ne présente plus, et qui vient d'ailleurs faire un atelier cette année. Et merci encore pour ta présence. On te connaît bien sûr pour ton travail sur la peinture animée, entre autres. Et puis, il faut quand même rappeler que tu as eu un cristal d'honneur l'année dernière à Annecy. Hein, et donc, tu travailles bien sûr sur ton projet de long métrage, La Traversée. Voilà. Ça fait longtemps. On a aussi, et là on est très 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 content dans l'équipe de Fontevraud parce que ça fait 3 fois qu'on l'invite. Donc jamais 203 et la 3e a été la bonne. Donc Rémi Chaillet qu'on voulait avoir avec nous pour débattre sur divers sujets. Donc depuis presque 3 ans. Rémi Chaillet, on en a parlé tout à l'heure avec Tom Moore, donc storyboarder, mais aussi BDiste, réalisateur. Enfin bon, bref. Pas mal de choses autour bien sûr du graphisme et donc qui a signé, comme vous savez tous, puisque vous êtes tous allés le voir, tout en haut du monde l'année dernière. Et puis Julien David, qui est aussi, comme d'ailleurs Florence est diplômée de l'ENSAD, qui est aussi storyboarder, réalisateur de plusieurs séries. Alors, si ma mémoire est bonne, quelques courts-métrages comme donc Les Multiples, Cut Up, Le Python, Docteur Cac, je vais y arriver, et qui vient, il est parisien, mais tu viens tout droit de Bretagne, là. On t'a sorti en fait exprès du studio de Jean-Pierre Lemoulin, JPL, parce que tu es en train de réaliser un film en volume. Pardon, en 2D, autant pour moi, et qui, contrairement à ce qui est annoncé dans le programme, puisque je viens de l'apprendre, vient de changer de nom, mais ça tu nous diras pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc 3 personnes avec qui on a bien sûr échangé avant cette table ronde, et qui ont 3 méthodes aussi de travail bien distinctes. Donc le plus simple, c'est que elles présentent justement leur méthodologie de travail par rapport à la relation entre une idée, donc un scénario, et puis donc un scénario-image, un storyboard, et puis que l'on voit ensuite comment ils appréhendent aussi dans d'autres circonstances, par exemple, pas seulement dans le cas de leur propre réalisation, mais aussi pour d'autres réalisateurs, exemple Tom Moore par exemple, ou d'autres demandes. Et puis ensuite, on vous laissera aussi la parole à la salle, parce que je pense que c'est vraiment une thématique qui vous concerne. Voilà. Florence, je te laisse la parole. Ça marche, ça oui. C'est bon. Je voulais vous montrer en fait quelques exemples entre guillemets, de storyboard ou de scénar-image. En fait, j'ai l'impression que les choses ont quand même beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé à faire de l'animation. C'était en 91, quelque chose comme ça, donc il y a à peu près 25 ans. Avec en fait beaucoup moins d'écoles, beaucoup moins d'écoles d'animation en France. Peut-être qu'une animation française, en tout cas même sur le court-métrage, qui était peut-être dans un creux, et où il n'y avait pas tellement encore de règles, ni du côté du CNC, ni du côté des producteurs, pour dire le storyboard se fait comme ça, le scénario se fait comme ça, etc. Enfin, c'est l'impression que j'ai, mais on pourra justement en parler. Donc mon premier film, Hammam, c'était un film qui était inspiré de peintures et de dessins que j'avais fait avant dans les hammams, puisque je venais plus de la gravure et de la peinture avec les arts déco. J'étais autodidacte en cinéma d'animation, donc effectivement, mon outil de travail qui a été, entre guillemets, le storyboard, il a fallu que je l'invente. Et donc, je voulais juste vous montrer, alors, voilà, lire. Bon, j'ai essayé d'être un peu rapide, mais voilà, je voulais juste vous montrer. Donc, ça, c'était les croquis qui avaient été faits au hammam directement. Ça, c'est des dessins c'est un dessin qui est issu du film.
Donc j'avais fait toute une série de croquis au hammam, et c'était à partir de ça que j'avais eu envie de faire un film d'animation. Donc ça, c'était des petites notes que j'avais prises pour directement aussi au hammam. On voit parce que c'est un petit peu... c'est mouillé, ça a été mouillé. Et ça, c'était à peu près le storyboard de hammam que j'avais présenté au CNC, et donc où j'avais eu l'avant... Enfin, voilà. Donc en fait, on peut voir, ça se lit de haut en bas et puis de gauche à droite. Avec effectivement, c'était pas ce qu'on peut appeler un storyboard, c'était plutôt des espèces de notes que j'avais faites à partir des dessins que j'avais faits sur le hammam. Et ça m'avait laissé... Donc j'avais eu l'avance avec ce storyboard-là. Il n'y avait pas de scénario, il y avait juste une note d'intention, donc qui disait que je voulais travailler. Et puis... Il n'y avait pas d'écrit. Enfin, il y avait la note d'intention, oui, il y avait la note d'intention, mais il n'y avait pas d'écrit de scénario. Et il y avait par contre tous les dessins que j'avais faits au hammam. Je leur avais présenté, à l'époque, j'avais fait un livre sur ce travail. Et je leur avais présenté le livre en plus de ça. Pour moi, c'était très explicite, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, c'était très explicite. Là, c'est ce que j'avais dessiné sur la séquence. Enfin, je montre du doigt, mais vous le voyez pas. Donc ça, c'était ce que je trouvais assez explicite pour moi sur ce que je voulais donc dans la séquence du massage. Et en fait, dans mon idée, je voulais que la caméra tourne autour du personnage, et puis finalement, c'est pas ce que j'avais fait. Et voilà donc la séquence qui avait été très improvisée. Du coup, il y avait cette espèce de storyboard, mais qui était juste comme un guide. Et ensuite, j'improvisais complètement, autant au niveau de ce qui allait se passer à l'écran qu'au niveau des couleurs. Surtout qu'en plus, ton animation, c'était une méthode destructive. Voilà, mais ça, ça a toujours été une méthode où effectivement le dessin s'invente au fur et à mesure, profite des hasards, etc. Donc voilà, je pense que ça c'est le petit extrait. Et ça, pareil, j'avais envie d'une séquence où les femmes se maquillaient, où plusieurs personnages comme ça de femmes se remplaçaient les unes les autres. Donc ça, c'était pareil, à gauche, il y a l'indication que je me donnais à moi-même, finalement. Et puis, à droite, ce que j'avais improvisé sous la caméra. Donc, hammam, je pense que c'était vraiment une improvisation sous la caméra, avec un guide très léger. Et... on n'entend pas le son, mais... ouais. Ah si, ça marche. Alors, pour Scheherazade, parce qu'effectivement, hammam, il n'y avait pas d'histoire à proprement parler, c'était plus un fil conducteur. Le fil conducteur, donc je l'avais quand même défini sur les dessins que vous avez vus en noir et blanc. Il y avait une première partie où on entrait dans le hammam, une deuxième partie où il y avait les salles chaudes, une troisième partie où il y avait l'eau et les douches, une quatrième partie, les masques que vous avez vus, et après, effectivement, une partie d'improvisation. Donc, mais pour Scheherazade, c'était quand même à peu près la même chose. Le storyboard il n'y avait pas eu de scénario non plus. Alors évidemment, l'histoire était racontée, puisqu'il fallait quand même raconter une histoire avec un fil conducteur. Mais le storyboard, il ressemblait à ça, ce que vous voyez à droite, donc avec les personnages qui se déshabillent. Donc je dirais que le storyboard, à ce moment-là, c'était plus une indication pour moi, et un guide pour moi, que quelque chose où j'allais définir tout l'ensemble du film. Et pareil, avec beaucoup d'improvisation après. Pour hammam et pour Scheherazade, surtout pour hammam, tu avais déjà une équipe, je me souviens. Alors oui, ça c'est donc la deuxième la chose importante, c'est qu'effectivement, aussi bien sur hammam que sur Scheherazade, travaillant seul, c'est vraiment le storyboard est vraiment un outil de travail qui me concernait moi. Après, on pourra reparler effectivement de ce qu'on donne à voir pour avoir des subventions ou des choses comme ça. Non, mais même au-delà de ça, c'est quand tu as d'autres animateurs ou tu es obligé de travailler
avec d'autres personnes, d'autres animateurs, savoir comment toi tu gères justement la question éventuellement du storyboard. Effectivement, le storyboard a besoin de se préciser en fonction des personnes qui vont travailler avec moi, oui. Et effectivement, vous allez voir d'ailleurs, c'est le cas. Donc là c'est chez Razad, donc j'avais ça. Mais c'était aussi, enfin, je montrais ça aussi pour montrer à quel point on pouvait... mais peut-être qu'on en discutera un peu après, mais c'est effectivement l'idée que à quoi sert le storyboard, quoi? Vraiment, à quoi sert le storyboard? Est-ce que c'est un outil de travail pour soi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui doit communiquer le projet qu'on a à d'autres? Et les autres, c'est qui? Est-ce que c'est nos collaborateurs? Ou est-ce que c'est ceux qui vont nous donner de l'argent et qu'on doit convaincre de nous donner de l'argent? Et à ce moment-là, jusqu'à quel point on a besoin de pousser un storyboard? Parce que c'est vrai que je trouve ça très intéressant de pouvoir passer d'une image qui est comme ça à une image qui ensuite va se préciser qu'à chaque étape, en fait, le storyboard ne soit qu'une étape et qu'à chaque étape, il puisse y avoir quand même une invention graphique, une invention narrative, etc. Donc on passait, et pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement on passait de personnages qui se déshabillaient, enfin qui enlevaient leur voile, à d'autres personnages qui ont enlevé leur voile, et c'était dans une continuité. Alors, pareil, là c'était pareil, le storyboard donc, de chez Razad. À côté de ces images-là, il y avait aussi du texte qui me donnait aussi une notion du temps qu'il fallait, mais le texte avait été réadapté après le film, quoi. Je ne sais pas si c'est... Il admire, il profite et il réclame encore. Crois-tu qu'il pleure pour son frère, maintenant qu'il connaît son malheur? Voilà, bon, je ne vais pas vous les montrer tous parce que c'est à peu près le même processus. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on voit qu'il y a le texte qui était minuté, qui me donnait un peu une idée du temps du plan. Mais ensuite, le plan s'improvisait plus ou moins, quoi. Oui, là c'était... voilà. Là, il y a le... Enfin, je ne sais pas si vous voyez assez bien pour reconnaître après ce qui se passe ensuite. Des baies lui apportent des caramels. Mais c'est de l'animation directe sous la caméra, je travaille seule et je peux effectivement amener mon... Voilà, un degré de travail, c'est comme... le storyboard n'est à ce moment-là qu'une étape de la création du film. Et au contraire, il ne définit pas tout du film, quoi. Voilà. Alors, effectivement, tous ces films-là, c'est des films que j'ai faits seuls, qui me permettent, tous ces films-là, enfin, il y a une vraie improvisation, enfin, il y a un vrai changement entre le storyboard, donc je me répète, mais qui est un guide, et ce qui se fait après, au fur et à mesure, et qui dépend aussi des accidents, de ce qui se passe au moment où je travaille la matière, où je travaille l'image. Pouvoir profiter des... Pour le coup, le storyboard, quelque part, reste figé. Il n'y a pas d'aller-retour entre le storyboard et ce que tu fais, puisque de toute façon, le storyboard reste là en tant que guide, mais si tu veux dévier du storyboard... je ne refais pas un storyboard en fonction des changements. On est bien d'accord. Alors, je vais passer vite sur Au premier dimanche d'août, parce que c'était parti un peu comme ma maman avec une série de croquis, des idées que j'ai, des idées que j'arrive pas... Enfin, là, les trois qui sont au-dessus, en fait, je voulais une vue subjective de la route qui voilà, avec les phares qui éclairent. Et puis, j'ai pas réussi à le faire. Pareil, j'étais toute seule, donc j'ai pas réussi à faire ça. Et les personnages là qui apparaissent les uns après les autres dans des ronds de lumière. Et finalement, la vue subjective de la route, ça a donné ça. Parce que j'ai pas réussi à le faire, donc je me suis adaptée à ce que j'étais capable de faire. C'est un peu sombre, mais bon, je pense qu'on voit.
et les personnages qui vont apparaître dans la lumière, qui ont donné ça. Donc pareil pour l'entrée du bal, ça s'est improvisé plus ou moins au fur et à mesure. Je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai peur d'être un petit peu trop longue. Et effectivement, avec Contes de quartier, les choses changent un petit peu parce que j'ai travaillé avec 2 personnes. Là, c'était la première fois que je travaillais avec 2 personnes, d'une part. Les autres films étaient faits directement sous la caméra, donc sans retour, sans rien. Donc effectivement, non seulement il y a une part d'improvisation, mais il y a une part de risque. Il y a un côté de travail un peu sans filet. Et donc, pas de retour caméra, pas d'ordinateur, rien. Donc on est vraiment à découvrir les images une fois qu'elles ont été faites. Avec Contes de quartier, il y a 2 choses qui changent. Donc effectivement, des collaborateurs, donc d'être obligé d'être un tout petit peu plus précis dans le storyboard, et puis du compositing, et là aussi on est obligé de prévoir un petit peu à l'avance. Alors il reste des parts d'improvisation, le storyboard il est plus défini, et toujours l'improvisation qui va se faire au moment où on fait les images et où on les met en couleur, qui ne sont jamais définies en fait dans le storyboard. Toutes les couleurs, elles se font au moment où je travaille sur le banc titre. Pour le coup, c'est ce que tu donnais aussi comme élément à tes collaborateurs? Ou est-ce qu'il y avait encore un autre storyboard? Non, parce ou un autre document qu'avec une toute petite équipe, on était tous ensemble, aussi bien avec la personne qui faisait les décors, c'était Violaine à l'époque, Violaine Lécuyer, qu'avec quelqu'un qui était venu aussi pour faire le compositing. Donc on était à 3 dans le même atelier. Et puis, c'était storyboard oral, quoi. Voilà, c'est storyboard oral. C'est de la communication était assez facile. Mais voilà, donc je ne sais pas si on repère les images qui restent les mêmes avec le petit léopard qui arrive, qu'on retrouve dans le storyboard. Et puis là, c'est surtout les images du bas. Ici, donc avec une définition un peu plus importante. Donc avec différents plans, les indications pour dire qu'il y avait certains plans qui seraient faits comme ci, comme ça, du compositing sur certains plans aussi. Ça reste de la peinture animée, mais qui était plus précisée au niveau du storyboard, un peu plus. Ce que je disais, c'est que voilà, par rapport à l'utilité du storyboard, jusqu'où on va, quoi. C'est-à-dire que complètement à gauche, il y a ce qui m'est nécessaire à moi pour faire le film. Et je n'ai pas besoin de plus que ces indications-là. Je vois très bien quand je fais ça, et c'est mon outil de travail à moi, c'est-à-dire c'est mon écriture qui va m'évoquer qui va m'évoquer le film, quoi. En fait, quand je fais ça, je vois ce qu'il va y avoir. Et ça me suffit. Après, un peu plus loin, c'est peut-être ce qu'il faut pour communiquer à quelqu'un au CNC qui va peut-être pas forcément se contenter de la partie gauche, sauf si ils connaissent notre travail et qu'ils se disent, voilà, avec ça, on peut faire confiance au réalisateur sur ce qu'il va être capable de rendre après. Et pour les... Bon, mis à part Hammam et chez Razad, où il n'y avait pas de... Chez Hammam, il n'y avait pas de scénario écrit, où il y avait juste une note d'intention. Pour les autres chez Razad non plus, il n'y avait pas de scénario écrit. C'était vraiment En fait, les images que je vous ai montrées qui étaient accompagnées d'un texte, qui n'était même pas le texte définitif, puisque c'est Marie Desplechin qui est intervenue une fois que les images ont été faites pour réécrire l'histoire. Donc en fait, non, il n'y avait pas de scénario à proprement parler. Il y avait juste une suite de dessins comme ce que je vous ai montré, plus des textes qui disaient ce que je voulais faire et ce qu'il allait y avoir dans les images, quoi. Et là, en fait, c'était à la fois... c'est ce qui correspond donc aux images, aux 2 images, là, la femme debout, et qui était un peu improvisée, parce que c'était fait sur un rétroprojecteur. Voilà. Et puis là, c'est pas de la peinture, c'est du sable. Alors, là aussi, tu avais travaillé avec combien d'autres personnes? 2 autres toujours? Oui, mais on était co-réalisatrices. C'était pas donc chacune était responsable de des images qu'il faisait. Alors, comment vous avez fait pour le storyboard?
c'est une autre histoire. Bon. Donc on ne la saura pas aujourd'hui, tant pis. Et donc voilà, alors, et effectivement se pose le problème du storyboard qui doit être fait pour le long métrage, où là j'ai besoin de communiquer, enfin j'aurais besoin de communiquer avec les autres membres de l'équipe. On ne sera pas 2 ou 3 dans le même atelier, on sera sans doute plus nombreux et éventuellement dans des pays différents. Donc effectivement, il faut cet outil qui va servir qui va permettre de centre de gravité, oui. Voilà, qui va permettre de faire le film. Mais bon, alors c'est pareil, peut-être qu'on pourra en reparler, mais à quel moment il faut cet outil? Alors c'est un outil qu'il faut à la fois, pareil, pour ceux qui vont nous donner pour les financements, pour trouver des financements, et c'est un outil qui va servir effectivement à l'équipe qui va être formée. Et comme c'est de la peinture animée, je pense que c'est important, malgré le fait qu'on soit sur un long métrage, et parce que c'est de la peinture animée, je pense que c'est extrêmement important de garder quand même cette part d'improvisation qu'il y a. Sinon, le film, il n'a pas de raison d'être en peinture animée, en réalité. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est effectivement avoir un storyboard qui soit à la fois suffisamment précis, mais que chaque animateur puisse effectivement s'emparer du plan pour pouvoir animer sans qu'il y ait quelque chose de trop défini non plus. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, du coup. Donc je vous montre où on en est. Mais je pense que... Bon, alors ça c'était un peu le fil conducteur de couleur d'une partie du film. Là, c'est même chose, c'est un peu le storyboard tel que moi, je pourrais... Ça pourrait me suffire quoi, pour travailler si j'étais effectivement toute seule à réaliser le film. Je ne suis pas sûre que pour un long métrage, ou même je suis sûre de l'inverse, que pour un long métrage, ça suffise justement pour trouver des financements. Et ça, on pourra en reparler, parce que c'est vrai que l'exigence qu'on a sur le storyboard, avant... j'aimerais bien en parler, qu'on en parle, mais justement, je la trouve incroyable. Qu'un tout petit peu. Incroyable l'exigence qu'il y a, parce que c'est comme si on demandait à un cinéaste en prise de vue réelle de montrer son tout film. Le repérage, quoi. Ouais, tout le repérage, quasiment exactement. Tout le repérage, et puis tous les... Voilà. Normalement, ils devraient aussi se suffire de ça, quoi, s'ils ont confiance dans les réalisateurs qui réalisent. Et donc là, c'est un petit animatique sur le même, bon, à peu près les mêmes, la même séquence. Hein. Donc normalement, ça devrait marcher. Oui. Ah non, ça n'a pas marché. Si, voilà, le petit animatique. Mais j'espère qu'avec cette animatique-là, on arrivera effectivement à trouver une façon d'animer qui retrouve le côté de peinture animée, justement, quoi. Mais pour le coup, là, pour l'étape d'un gros travail en équipe, donc tu fais toujours ton storyboard, ton scénario-image, mais pour le coup, tu passes aussi à l'étape de l'animatique pour les équipes, en prévision des équipes, pour quand même expliquer... Ouais. On est bien d'accord. Ouais, mais à partir de cette étape-là, j'aimerais bien ne pas en avoir d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de cette étape-là, les gens puissent après s'emparer eux-mêmes le plan. Ouais. Et s'emparer eux-mêmes de l'animation, y rajouter des choses, etc. Et donc, et évidemment, en ayant en plus les décors qui seront faits au moment où je commencerai le film. Ah, chouette. Et donc voilà aussi, pareil, l'étape entre le storyboard et puis un petit bout du teaser que j'avais fait à ce moment-là pour montrer voilà, ce que j'aimerais qu'il y ait comme invention après qui continue. Moi, je crois que c'est tout. Bon, très bien. Merci beaucoup. On va juste, on opère juste un petit changement technique. Si en régie, on peut couper aussi le son. Et puis, je passe la parole à Rémi, je m'occupe de la technique. C'est marrant, moi, ce qui est marrant, c'est qu'au travers de ton film, tu vois qu'au moment où ta pratique change, ton storyboard évolue, c'est-à-dire que ton storyboard, il correspond systématiquement à ta pratique, quoi. C'est-à-dire que ta pratique, elle incorpore énormément d'improvisation
au moment à la fois de l'animation et de la mise en peinture, quoi. Et donc tu vas te laisser cette liberté-là. Au fur et à mesure où tu travailles avec des collaborateurs, tu vas essayer de recadrer le truc, préciser un petit peu ton storyboard pour essayer de trouver le niveau utile. Comme ta pratique, y compris en long métrage, tu veux lui laisser une part à l'improvisation, il faut que tu aies un storyboard qui laisse la part à cette improvisation, quoi. C'est vrai que c'est difficile à trouver. Alors que moi, ce que je vais vous montrer, c'est assez différent, puisque moi, j'utilise le storyboard à la fois comme une réflexion, comme tu le fais dans un premier temps, pour essayer de réfléchir à la façon dont on va raconter l'histoire. Je dirais on parce que c'est, pour moi, en plus, le storyboard est déjà un processus collaboratif, c'est-à-dire on est déjà une équipe à travailler ensemble. Et donc on a plusieurs boarders, un monteur, un scénariste avec des allers-retours. Et on cherche sur un long métrage notamment, on cherche surtout à trouver un rythme, à trouver le rythme et la tension dramatique, puisque le principal de notre but, c'est de raconter une histoire et de faire oublier qu'on est en train de regarder des images et qu'on est en train de faire qu'on montre un dessin animé. Finalement, on raconte une histoire, on essaie de faire oublier le reste, et donc on cherche le maximum de la tension dramatique, et le fait de s'approcher au plus loin, le plus proche, au contraire, de s'approcher le plus proche de l'image ou du rythme de scène à scène finale, ça nous permet de se rapprocher du rythme et de pouvoir se projeter dans l'histoire et dans la narration finale, quoi. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, il y a du son aussi. Ouais. Enfin, après, c'est pas hyper utile si. Alors comment ça marche ça, comme ça? Donc je vais vous montrer une petite séquence musicale. Alors là, il n'y a pas de son, on dirait. Donc là, c'est une séquence qui regroupe un petit peu tous les étapes possibles du storyboard. C'est avec un storyboard, les premiers plans que vous avez vus sont très layoutés. Là, il y a même des dessins d'une stagiaire qui était venue nous aider pendant l'été, une stagiaire des Gobelins qui était venue faire quelques dessins, cliner quelques dessins. Là, c'est les storyboards de Liane Shaw qui sont très rough. Et donc on cherche comme ça, au travers de tout un tas de tentatives, d'essais comme ça très rapides, qui vont du plus rough au plus resserré, de se rapprocher plan par plan du timing le plus précisément possible, du timing, de la quantité d'animation, voilà. Donc on est à l'image près, c'est-à-dire que après on détermine que le plan fait 2 secondes 17 trucs, on met ça dans les moulinettes parce que ça nous sert aussi beaucoup à garder des coûts, quoi. C'est parce que aujourd'hui le long métrage, le long métrage 2D en particulier, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget. Et donc on est au sou par sou, plan par plan, et donc on sait qu'on a un personnage qui va bouger pendant 2 secondes et 17 images. Il est tout seul à bouger. Il y en a un à l'arrière-plan qui bouge pas, donc c'est qu'un seul dessin en plus, etc. Et donc ça passe sur XL, ça passe dans des moulinettes qui permettent de garder le contrôle et de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire et combien d'argent il reste. Et voilà. Donc ça sert en premier lieu à une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, et ça faudra qu'on en reparle parce que c'est quand même le plus important, et c'est là où il y a des allers-retours avec l'écriture aussi. Oui, parce que je te coupe, mais là par exemple, ça c'est très bien, mais il y a beaucoup de différences par rapport à ce qui a été écrit. Alors toujours. Non, mais là par exemple dans la séquence qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a eu, de mémoire, est-ce que tu te souviens de mémoire, la façon dont on a écrit la dernière version avec Fabrice de Costil, c'était ce genre de scène-là, c'était 2 phrases, et il y avait marqué, elle est dans sa chambre, elle regarde la photo de son grand-père, voilà. Donc il y a très peu d'indications en termes narratifs, parce qu'on était à la bourre. Ce qu'il faut savoir, ce que je voudrais dire, ça va peut-être être un peu confus, mais je voudrais quand même raconter que tout en haut du monde, c'est l'histoire d'un échec. D'abord, on a eu une résidence magnifique, qui est une résidence à Bordeaux, en Aquitaine, qui nous a donné 10 mois
qui m'ont loué une maison avec un producteur exécutif sur place qui s'appelait Marmita, qui nous ont trouvé une maison, des collaborateurs, une monteuse, etc. J'ai travaillé pendant 10 mois avec plusieurs personnes qui sont venues sur place. Au bout de 10 mois, on avait fait un film hyper précis, mais 100 fois plus précis que ça, en niveau de grille, avec quasiment tout animé, etc., et qui ne marchait pas. Et on s'est aperçu que ce film ne marchait pas. Et donc on est revenu à l'écriture. Et donc là, on avait plus de temps et plus de fric, et il fallait qu'on le fasse très vite. Et donc là, on a travaillé avec Fabrice de Costil pour reprendre le scénario, remettre tout dans le bon sens, et travailler avec Liane Chauhan et Maïlis Valade pour refaire le storyboard que vous avez vu. Ouais, en partie. Et moi. Et donc voilà, on a travaillé avec Benjamin Massoubre au montage, Liane Chau, Anne, Maïlis Valade au storyboard et moi. Et puis Fabrice de Costil dans un aller-retour comme ça où on était en train d'écrire l'acte 2 que Liane Chau et Maïlis travaillaient sur l'acte 1. Donc on a refait ce truc-là pour essayer de retrouver. Alors après, ce qu'on avait fait, l'échec, la première partie, ce 10 mois de travail, il n'était pas inutile, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça arrive souvent dans les longs métrages, c'est-à-dire qu'au moment où on met les séquences bout à bout d'un animatique, il y a cette espèce de soufflet qu'on a essayé de mettre au point dans le script qui retombe, quoi. Il faut revenir dans cette matière-là. Avec le micro. Du coup, pourquoi avoir... Parce que tu dis que justement vous étiez arrivé avec des niveaux de grille, presque l'animation toute faite et tout ça. Et du coup, pourquoi avoir été aussi loin dans cette étape-là avant de se rendre compte que l'histoire ne marchait pas? C'est-à-dire qu'effectivement, avec des petits croquis gribouillis, enfin des gribouillis, entre guillemets, est-ce que vous n'auriez pas pu vous en apercevoir que ça alors il y a eu, oui, ouais. c'était une partie de l'erreur que j'ai fait dans cette première partie, c'est d'aller trop loin et puis de raidir le film du coup parce qu'il n'y avait plus de place à l'imagination, alors qu'un storyboard en gribouillis, des fois ça laisse la place à l'imagination et donc ça laisse de la place. Et donc il faut trouver l'équilibre entre ces parties. Alors, après il y avait des parties, il y avait toute la première partie était extrêmement précise et puis après ça devenait du gribouillis, si tu veux. C'est d'ailleurs le storyboard final de Tout en haut du monde aussi, c'est-à-dire que la partie 3 était, j'en ai quelques exemples qui sont très 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 rough, quoi. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? On va essayer. C'est moi le gars Frenchy, prince des sauces, des ragots, des hachis, roi des sautés, des ratas, des frichis. C'est très très rough. Comment ça se fait ça? C'est quoi? Je vais essayer de l'ouvrir sur... Attends, c'est moi le gars Frenchy, prince des sauces, des ragots, des hachis, roi des sautés, des ratas, des frichis. C'est moi le gars Frenchy. Vous avez mangé? On m'a apporté à manger dans ma cabine. Vous êtes sûr d'avoir le droit de me parler? Je fais ce que je veux. Vous auriez une meilleure vue de là-haut, vous savez. Vous avez la trouille? Comme vous voudrez. C'est tout pourri là, enfin, peu importe. Mais voilà, enfin, c'est juste pour vous dire que je trouve que c'est important de dire qu'un animatique c'est fait aussi pour aller jusqu'au constat qu'il faut revenir à l'écriture. Et c'est pour nous ce qui s'est passé, quoi. Du coup les grands enjeux sont là. On a tripoté cette matière et tout ça, et puis après il s'agit de la reprendre. Et ça permet de pas trop improviser au moment de la fabrication de l'image. C'est-à-dire que pour moi, le travail de réal se fait à ce moment-là, et après on exécute, on va plus loin, on précise les cadrages, les layouts, etc. Et après, moi j'ai été élevé à j'ai été moulé dans ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai démarré en faisant de l'animation pour Princesse Sherazade, ce qui était animé en Corée. Et donc on faisait des storyboards le plus précis possible, avec des demandes des réalisateurs étaient de pousser le plus loin possible, de façon à laisser aux Coréens le moins d'improvisation possible, justement, le moins d'interprétation. Alors par rapport au premier document que tu nous as montré, ou qui était donc très léché, on va dire, où tu disais même que ça faisait que 2 secondes de 17, etc. Là, avec des choses comme ça, quand tu reviens à quelque chose de plus rough, est-ce que
vous avez pu aussi reminuter et... Alors là, le deuxième truc que j'ai tenté de vous montrer, il est très précis, il est peu précis sur le plan du dessin. Mais par contre, en montage et en expression, en expressivité, les personnages, tout ce que les personnages font, tout ce qu'ils pensent et tout ce qui passe dans leur tête est déjà là. Et ça, c'est Lian Cho qui intègre le principal de l'animation, c'est-à-dire donner des posings forts et évidents, même s'il n'est pas au modèle, il s'en fout. Enfin, des fois, c'est des monsieur patates, mais du coup, voilà. Et après, il a fait la direction d'anime, ouais. D'accord. Non, moi j'ai une question par contre, parce que bon, pour le coup là c'était ton film, ouais. Donc comment ça se passe quand tu es storyboarder pour quelqu'un d'autre? Alors ça dépend du réalisateur. Ça dépend du réalisateur, mais donc justement... on a parlé avec Tom, il a gentiment dit que j'avais été storyboarder sur son film, ce qui est assez faux. En fait, ils m'ont proposé d'être storyboarder, je lui ai dit j'aimerais surtout être assistant réal, et je suis parti pour être les deux, puis au bout d'un moment, et en fait je suis passé que assistant réal, j'ai fait essentiellement des tableaux Excel sur un petit peu de layout BG, mais j'ai surtout fait des formules Excel sur Brendan, et j'étais très content. Parce que j'apprenais aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'apprendre la grosse machine que c'est un long métrage. C'est avant tout une grosse machine, c'est un pipeline, c'est une façon de travailler, quoi. C'est pour essayer de le faire avec peu d'argent, de raconter cette histoire le mieux possible avec le peu d'argent qu'on nous donne. Donc j'avais envie de tâter de ce que c'était que cette énorme pipeline, cette grosse machine là. Et le fait d'être assistant réal, tu es au cœur du dispositif. Voilà. Et donc après, travailler par exemple pour Jean-François Laguilloni, j'étais storyboarder sur le tableau. C'est un processus assez différent qui, dans la racine, le travail de Jean-Christophe ressemble beaucoup à celui de Florence, c'est-à-dire que lui il travaille dans des classeurs, il supporte pas de travailler dans un cadre. Donc il travaille avec des dessins sur papier libre comme ça. Jean-François, ouais. Et Jean-François Laguilloni. Ouais. Ah bon, ça se peut. Ouais, Jean-François Laguilloni. Il travaille sur des feuilles volantes comme ça, et après il vient filmer voilà, il préfère cadrer. Il a l'impression il est plus à l'aise à cadrer sur son dessin, et il fait son animatique avec les photos qu'il fait sur ses dessins. Et il fait un premier animatique. Et après, nous, on était chargés de repasser derrière et de remettre, de passer là où il y a un dessin toutes les 10 secondes, toutes les minutes des fois. Enfin voilà, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout dessiner. Donc il fait sa bande son, il raconte son histoire ce qui est marrant, c'est que ça devient une œuvre. Moi, les animatiques de Jean-François Laguilloni, je considère que c'est le cœur de son travail, quoi. C'est en soi, c'est déjà une œuvre. C'est l'âme. Et ça marche en tant que tel. C'est impossible à montrer ça à des enfants de 8 ans, parce qu'il y a des fois un dessin qui dure ou pas. Voilà, donc on ne comprend pas tout. Mais c'est profondément son travail de réal, il se voit là, quoi. Et pour le coup, est-ce qu'il y a eu des remises en question, des retours en arrière, justement, par exemple sur le tableau, par rapport à cette méthodologie de travail Alors, après, entre ce qu'il avait pu faire, ce que toi, tu avais pu storyboarder, tu vois, au moment de peu parce que la direction, comment dire, le nerf de l'histoire, il est déjà donné. Enfin, l'impulsion. Après, nous, on est là pour. C'était plus un storyboard layouté, c'est-à-dire qu'on préparait plus. Après, comme c'était fait en 3D, il fallait prévoir des cadres, des caméras, des durées de plan. Et il y avait Jean Palenstin qui allait faire tous les décors les uns après les autres. Donc, il fallait qu'on dise le plan s'arrête ici. Parce que Jean-François, des fois, il fait un dessin, puis il fait la deuxième pause, puis la caméra elle est légèrement bougée parce que ça l'arrange, et puis après la caméra a un petit peu bougé mais un peu plus en gros plan, donc ça reste assez flou, quoi, dans la façon, on ne sait pas où le plan finit, où le plan termine, donc c'est une sorte de narration libre comme ça. Donc c'était à nous de voir avec lui comment re-hiérarchiser les plans, avec le plan large il s'arrête ici, s'il y a un mouvement de caméra il va vers là, etc. Donc c'est plus un travail de rationalisation de sa narration libre, quoi, pour pouvoir après passer sur des cadres pouvoir poser une caméra à l'intérieur d'un univers 3D, y compris même plus que là pour le tableau, tous les décors étaient peints. Voilà. C'est bien parce que ce que tu racontes, ça me rappelle quand j'ai commencé le storyboard de la traversée, c'était exactement ça. J'ai fait plein de dessins sur des feuilles volantes que j'ai filmés, et pour moi c'était vraiment un storyboard. Et il y a plein de gens qui m'ont dit non, c'est pas ça le storyboard, mais pour moi c'était ça, quoi. Et effectivement, c'est à peu près la même chose, quoi.
Ouais, des dessins qui racontent, enfin, qui ont un fil narratif. Mais là, j'ai l'impression que tu as un truc qui t'arrive, c'est que j'ai l'impression que tu es confronté à une espèce de normalisation du procédé de fabrication des animés. Bien sûr, oui. Voilà. Moi, je pense c'est un petit peu à ça qu'on est confronté aujourd'hui, oui. c'est que comme il y a une sorte de façon de faire qui s'impose un petit peu à tous, y compris toi qui es à la marge, qui est un petit peu sur les bords de ce genre entre des courts-métrages très artistiques et puis des côtés des productions plus commerciales. Du coup, tu te retrouves à être obligé de faire des storyboards très précis qui cassent un petit peu justement l'improvisation que tu voudrais te laisser. Et on te dit, ah non, mais il faut en passer par là si on veut. Voilà. Sauf qu'on espère, enfin il y a déjà des exemples de gens qui ont réussi à passer à côté justement de cette normalisation. On espère que ça va continuer. Oui, il faut la faire vivre, quoi. Ouais. Mais il faut l'expliquer, quoi. Il faut expliquer que l'improvisation fait partie du processus de création. C'est vrai que nous, c'est pas le cas. Moi, je laisse pas d'improvisation. Enfin, l'improvisation, elle est réfléchie avec les animateurs quand on leur donne une dizaine de plans à faire. Ils ont un timing sur l'ensemble des 10 plans. Ils ont le droit de bouger les entrées de plans et les curseurs un petit peu s'ils gagnent 5 images sur cette image-là parce qu'ils préfèrent, parce que tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'à l'anime, mais c'est réfléchi avec nous, avec le chef anime, etc. Donc il y a relativement peu il y a un enrichissement. Hein. Je suis pas en train de dire qu'ils sont des exécutants bêtes parce qu'ils amènent toute une vie et ils règlent tout un tas de problèmes qu'on peut pas régler au storyboard. Mais... Julien. Oui, je suis à peu près d'accord avec vous deux. Tout ça, c'est. On ne te demande pas d'être contre non plus. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire d'échelle, le storyboard. C'est à la fois le film, c'est vrai, quand on est tout seul ou à 3 ou en équipe réduite, et c'est à la fois un outil de communication quand il y a toute une équipe derrière. Après, c'est vrai que la communication, elle se fait bien mieux quand c'est. Si c'est Yann Cho qui a fait le layout, ou en tout cas le storyboard, il fait le layout et ensuite la direction d'animation. Du coup, il est déjà dans le film. Donc il peut communiquer humainement à l'oral, ou quand tu es toute seule avec 3 personnes dans un studio, forcément ça va plus vite pour communiquer les informations, quoi. Le problème, c'est vrai qu'on se retrouve à faire des storyboards ou à mettre en image un scénario qui part à l'autre bout du monde ou qui arrive dans un studio qui font que la fabrication, et il y a une déconnexion entre, on va dire, la conception et la fab. Et là, on est vraiment dans la feuille de route, quoi. Et là, on est dans la feuille de route et on est dans l'industrie. Oui. Et là, on dépasse pas. Et moi, ça m'était ma première expérience avec Canal+, là, sur cette série qui s'appelle Les Multiples, où clairement, j'avais 2 heures par jour chez Dev2Shoot et je venais régler des caméras à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais c'était... je travaillais avec des feuilles Excel. C'est-à-dire, je passais ma journée devant des tableaux Excel. C'était pas hyper intéressant. Voilà, avec le recul. J'aurais préféré faire autrement. Et aujourd'hui, je fais autrement. Alors voilà, donc du coup, j'ai ramené des choses. Et c'est vrai que le storyboard, c'est un aller-retour entre le texte et le découpage et le montage. En fait, le montage, c'est le film, quoi. Donc, je vous ai ramené un petit bout de truc parce que je me suis rendu compte au pré-deck, en fait, donc avec des gribouillis, que ça marchait pas. Enfin, j'étais en train de découper un truc qui marchait pas du tout, donc je vous ai ramené ce qui marchait pas. Voilà. T'étais content quand même de ce que tu avais écrit au préalable? Oui, j'étais content de ce que j'avais écrit, mais ça tenait pas ça tenait pas la route. En fait, il y avait un truc sous le tapis à l'écriture, et je m'en suis rendu compte en découpant, et non seulement en le découpant, mais surtout en le montrant à l'équipe. Et quelqu'un qui passait dans le couloir, je lui ai fait, tu veux pas voir un truc? Il m'a dit, non, mais vous allez voir. Donc, alors je suis désolé, mais bon, je pars du texte, hein, voilà, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui partent de l'image, mais ça part un peu du texte. Alors, on est dans le cerveau d'Hilton, c'est le personnage principal. Hilton est parkinsonien, donc il a la maladie de Parkinson. Je lis assez vite, mais voilà. Dans le cerveau d'Hilton, on retrouve Joe. Donc Joe, c'est le méchant qui détruit ses neurones. Et il est hockeyeur et il joue au hockey avec les neurones d'Hilton. Donc Joe est assis derrière une vitre, comme au hockey, c'est-à-dire il est en prison. Et il regarde patiemment le défilé des molécules de dopamine. Donc ils sont les gentils qui viennent faire du patinage artistique dans son cerveau et réguler et chorégraphier tout ça pour remettre de la vie dans le cerveau d'Hilton.
Donc la L-Dopa, c'est ce qui donc voix off d'Hilton, la L-Dopa, c'est ce qui remplace la dopamine, ça bloque Joe pendant environ 2 heures. Bon, je vous passe la description que vous allez voir ensuite. Donc elles sont censées faire des trucs de patinage artistique et reconnecter les neurones entre eux. Donc quand je l'ai écrit, bon, en fait, moi, à part Candeloro, j'y connais rien au patinage artistique. Donc c'est quand même pas la rêve du siècle. Et donc je me suis dit, bon, elles vont prendre des neurones. Donc c'était le truc sous le tapis, ça. Elles vont prendre des neurones. Mais je savais pas où, parce que j'avais pas figuré où étaient les neurones dans l'espace, en fait. Mais je me suis dit, bon, voilà, on verra après. Et c'est littéraire, on verra après. Donc c'est pas, voilà, c'est pas figuré dans l'espace. Et donc il y a Hilton pendant ce temps-là, ce qui est vrai, parce que bon, la vraie histoire, c'est qu'Hilton est mon beau-père et qu'il a effectivement un Parkinson et qu'il bouffe des cachetons toute la journée. Donc il dit, le gros là, je le prends quand je me lève, plus ciron, le cachet jaune à 10h, et puis il fait la litanie comme ça, tous les cachetons qu'il bouffe dans la journée. Donc il y en a plein. Et à la fin, ça fait une ronde. J'ai appris ça plus tard en allant à la patinoire de Rennes. Donc ça fait une ronde, et là, les L-Dopa donc, se mettent en rond, et ça réactive le cerveau. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le truc qui ne marche pas. Donc ça, c'était ce que j'ai écrit. Pour l'instant, ça marche super bien sur le Ah ouais, papier. ouais, non, c'est d'enfer et tout. J'étais super content de moi, c'était vraiment génial. Alors, fermez les onglets là. Voilà. Et donc, je fais ce truc. Donc, c'est un prédec. Hein. C'est un prédec. Voilà. Alors, Joe est emprisonné, il n'est pas content. C'est ça qui reflète le dopamine. C'est là, Joe, on est en 2 heures. Le rôle, là, je pense que je me lève. Plus les 6 petits ronds. Le cachet jaune et Lisa. Celle qui a la tête de Smarty, c'est à 13 heures. C'est de là à 16 heures. Le 3 carrés bleus à 19 et le 3 petits Smarty à 22 heures. Un jour, ça fait 16. 18. Peut-être bien, mais c'est beaucoup. Tu te fais. Et si j'oublie une prise, ça devient très vite le bordel. Voilà, alors Hilton est américain, donc c'est pour ça qu'il a cet accent. Et il n'est pas très compréhensible puisqu'il a le Parkinson. Donc ça fait qu'il a deux problèmes à surmonter. Donc en fait, je regarde le truc et je me dis, bah merde, en fait, les dopamines, c'est pas du tout les patineuses. Les dopamines, c'est ce qu'elles attrapent. C'est parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais enfin, moi quand je l'ai montré à David Roussel, donc qui a fait des décors sur le film, qui passait dans le couloir à ce moment-là, il m'a dit, bah non, là, elles attrapent des cachetons. Et je me dis, merde, c'est pas du tout ça que je veux faire. Alors il y a 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est que, bah, bon, et pourquoi? Parce qu'il y a des images qui sont plus fortes que tout le reste, en fait. C'est ça, et c'est surtout, en fait, ça, c'est des aspirines, et elles bouffent du Doliprane. Voilà. Vous pouvez rien faire contre ça, c'est des gens qui bouffent du Doliprane. Voilà. Donc du coup, je fais ce truc et je me dis, bah non, ça va pas du tout. Et je sens que c'est ce truc. Alors 2 trucs. Le neurone est mal représenté parce qu'il est fait comme un palais de hockey. Donc je me dis, ça va pas du tout cette histoire. Les neurones, c'est sphérique. C'est pas. Donc j'ai fait, quand j'ai découpé, une mauvaise interprétation de mon neurone. J'étais trop sur Joe, qui est joueur de hockey. Donc j'ai fait des palais de hockey alors qu'il fallait faire un neurone. Et donc je fais la correction dans une séquence qui est plus haut, que je vais vous montrer sur le layout, qui est où? Alors ça serait con que je n'ai pas pris le layout. Voilà. Alors ça c'est une séquence qui est plus haut. Voilà. Alors ça c'est le layout. Ça voilà, fait longtemps que je vis avec ça. Avant je claquais le fric, maintenant je claque le neurone. Voilà. Alors là j'ai réglé le problème du neurone. C'est-à-dire que plutôt qu'il soit tout de suite plat, je le fais sphérique et je rajoute une information qui est Joe écrabouille les neurones. Donc du coup, il est vraiment méchant, il est destructif. Donc du coup, ça me renforce le personnage. Et puis derrière, bah, je ne fais pas ça du tout. Je commence déjà par inverser le montage, c'est-à-dire par démarrer sur la L-Dopa. Alors bon, j'espère que ça va mieux marcher maintenant. Que vous avez... bon, je le dis. Donc... La L-Dopa, c'est ça qui reflète le dopamine. C'est là, Joe, on est en 2 heures.
Donc là, je lui ai mis un countdown. Voilà. C'est pas encore composité, ni complètement fini à l'anime. Donc elles arrivent. Et donc j'ai changé le texte pour qu'elle dise cette pilule à 10 heures. Donc elle va passer en dessous, et elle va activer le neurone. Celle-là à 13 heures, elle active le neurone. 2 autres à 16 heures, donc là j'en ai dessiné 2. Encore une à 19. Et 3 autres à 22 heures. Un jeu, ça fait 16. 18. Peut-être bien. C'est beaucoup. Tu sais pas. Et si j'oublie une prise, ça devient très vite le bordel. Voilà, alors, bon, comme j'ai donné l'info, vous êtes plus 9. J'espère que la salle verra que les patineuses sont la L-Dopa. Et donc elles activent véritablement les neurones. Bon, mais il y a un gros truc qui s'est passé entre les deux, c'est que je suis allé à la patinoire en fait. Parce que il y a un moment donné, je ne savais pas du tout comment les gens patinaient, et donc j'ai eu le plaisir d'aller au Blitz, donc à la patinoire de Rennes, avec mon appareil photo, et donc j'ai filmé des figures de... Voilà, et c'est là que j'ai su... Bah, voilà, après c'est des informations, j'ai pu mettre dedans. Donc j'ai changé En fait, j'ai changé l'écriture, le dialogue, la voix off, et j'ai précisé le propos sur ce truc qui était sous le tapis, de la place des neurones dans l'espace et de leur figuration, et surtout de l'entrée de champ de la L-Dopa et de ce qu'elles faisaient. Donc ce qu'elles font, c'est de la danse, quoi. Voilà. C'est arrivé, tu as eu d'autres problèmes comme ça sur ton... Sur celui-là, c'était le gros. Je dis pas que tu as des problèmes, mais... Non, mais c'était le gros morceau. Le reste, c'est mieux passé. Voilà. Mais moi, comme Rémi, mais c'est marrant parce que bon, là maintenant, je suis sur un film où là, je suis à l'image près. Alors, on discute effectivement, et c'est vrai qu'on les animateurs animent 4 plans rough, 4-5 plans. Ils règlent les entrées de champ un peu comme ils veulent et tout. On fait la correspondance, on le met dans le banc de montage. Je vérifie tout au montage systématiquement. En fait, je fais un pré-compo, c'est-à-dire je fais un workflow avec After Effects est déjà ouvert dès le pré-deck. On fait déjà les et puis on vérifie systématiquement au montage que ça marche ou que ça marche pas. Donc je ne sais pas en fait faire un storyboard sans le vérifier au montage. Je pense que l'animatique et le board, surtout maintenant, sont indissociables. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si tu l'as ou pas. Est-ce que tu as ton storyboard basé, Oui, alors il est. Alors moi, j'ai gâché un tas de papier. En fait. Parce que moi, je jette les storyboards dès qu'il y a, même s'il fait 150 pages et qu'il y a un plan qui est pas bon, je jette. Et parce que sinon, c'est une mauvaise information qui traîne dans le bureau. Et bah oui, c'est pas bon. Ouais. Et vous êtes combien à travailler dans l'équipe? Là, on est 10, là, une dizaine. Non, on est. Enfin, là, j'inclus aussi le son, mais il y a 5 animateurs, mais bon, j'espère bientôt 6. Et il y a eu 2 décorateurs, et moi, je fais une partie des décors aussi. D'accord. Et donc l'outil de liaison? C'est le stagiaire qui a dit ça. Alors j'ai trouvé ça super. Et ce qui fait autorité, c'est le storyboard. Voilà. C'est-à-dire que il veut t'embaucher, lui. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire pour moi, ce qui fait autorité dans la salle, c'est le storyboard dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un storyboard papier qui est là. Dès qu'on change, alors au layout, on va changer le timing. À l'anime aussi, on va changer le timing. Mais on reporte sur le storyboard à la main ou quoi. Mais il est mis à jour tout le temps. Alors maintenant, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je gâche de papier, donc j'arrête avec mes conneries, mais donc je change à la main. Mais si je l'ai, le board là, ouais, il est là. Alors attends, Buddy Joe, non, alors c'est dans Megajoule, je ne l'ai pas mis sur le truc. Mais j'ai fait d'autres boards, j'ai pas ramené là avant ça pour une prod là de T-News, Les Pandas, qui est diffusé sur LCP. Et le studio est à Saint-Malo, et donc là, on m'a demandé d'être hyper précis, tout était... Pour le coup, tu changes pas de méthode de travail, que ce soit pour toi ou pour... Si, parce que en fait, j'ai fait un film, j'ai fait d'autres trucs pour Cut Up, où là, j'ai bossé vraiment tout seul, et là, en fait, j'ai bossé... Je sais plus ce que je montre, en fait, là. Non, on cherchait un board... Ah oui, un board de Parkinson, je dois en avoir un là-dedans. Design, export whip... casting comédien. Eh ben non. Non, vous le verrez pas. Bon, il n'y a pas le board. Non, je voulais juste montrer quelques images parce que je voulais rejoindre Florence sur un truc. Donc c'est
une série que j'ai fait pour Cut Up. Pour Cut Up, c'était un documentaire, une revue documentaire pour Arte. J'ai pris un plaisir immense à faire ça. Il fallait adapter des documentaires radio. Donc j'étais tout seul à faire ça et je faisais des animatiques très, très poussées, quoi. Et c'était au feutre, sans repentir. Et donc je travaillais comme ça par planche. Et donc ça donne ça. C'est-à-dire je cherchais ce que maintenant j'appelle une image capitale. C'est-à-dire, donc ça c'est des A3 au feutre. Ça c'est papa. C'est un type qui vient d'être papa. Alors, il raconte sa vie qu'il vient d'être papa. Et donc je cherchais comme ça toute la journée la meilleure image possible. Et en fait j'ai trouvé, à force de... Bon, alors donc j'en dessine plein. Et j'ai fini par... J'espère que je l'ai quand même, ça serait ballot. Voilà. J'ai trouvé ça, et je trouve que c'est l'image capitale du truc. C'est-à-dire que le bébé devient... C'est une petite... Il dit, et en plus, c'était une petite fille. Alors, il était content, visiblement, d'avoir une petite fille. Et donc, j'ai fait une danseuse, en fait, à l'intérieur de l'échographie. Donc, en fait, le bébé devient danseuse, tuc, tuc, à mesure que le truc passe. En fait, ça fait un morphe, puis ça fait une danseuse. Et en fait, ce truc-là raconte pour moi la voix, l'intonation, l'intention du type qui raconte ça. Voilà. Donc, simplement la projection qu'il a sur son... Voilà, mais ça c'est... Et après je l'ai monté tel quel. C'est-à-dire c'est des vignettes qui font 8 cm par 3 cm. Et j'ai monté tel quel. Et je vais vous montrer vite fait et puis après j'arrête de parler. J'ai fait un autre court-métrage qui s'appelle Tcherno, mais sous un pseudonyme d'Alexei Tcherniavski. Pourquoi? Si vous voulez savoir, je vous dirai. Mais... Voilà. En gros, j'ai fait un court-métrage caché. Et donc, en fait, voilà, j'ai fait plein... Donc, tout pareil, même principe. Alors, c'est sur Tchernobyl, comme son nom l'indique. Et parce que je suis... voilà, moi, Tchernobyl, c'est un truc, ça m'a toujours scié. Alors, pourquoi on faisait des centrales nucléaires, enfin, bon, bref. Et donc, voilà, même principe. Et puis, au bout d'un moment, j'ai juste fait spray deck au feutre. Et puis, j'ai fait des cases un peu plus grandes. Et en fait, D, F, K, G... tout ça, c'est les images du film. Et ça fait une animatique très découpée. Et en fait, c'est du papier, en plus, je me suis vraiment compliqué le truc, c'est du papier 320 grammes, je crois. Donc c'est impossible de décalquer. Donc je fais l'anime à côté. Voilà. C'est-à-dire, je vois la main, là c'est un mec qui sort une pomme d'un sac, et donc je fais l'anime à côté. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait des boards pour des séries et que tout nous échappe, c'est pas mal de reprendre la main. Voilà, donc c'est tout le film est fait comme ça, sur des feuilles A3. Voilà. Mais je trouve ça assez... On n'est pas loin de la BD aussi. Voilà. Pour le coup, c'est très abouti quand même. Ah oui, j'ai plein de risques. Mais comme j'étais tout seul, j'en avais rien à faire. Parce que j'engageais personne. Et puis c'était autoproduit. Donc pas d'argent. Donc pas d'engueulade. Ouais. C'est des conflits internes, mais bon. Merci. L'heure tourne. Je voudrais... Des questions? Oui, laisser la parole un peu à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques, sinon, s'il n'y a pas de questions? En fait... Moi, j'avais une réflexion. Ouais. Oui, je me demandais justement dans quelle mesure cette normalisation dont parlait Rémi ne devenait pas trop intrusive sur toutes les formes d'animation, y compris dans le court-métrage, y compris dans des formes qui devraient garder leur propre, la liberté et leur propre façon de faire. Donc, si finalement, voilà. C'était une question, quoi. J'ai eu la même réflexion avec mon copain Jean-Christophe, là, cette fois Villard, qui a fait des films en toute liberté pendant des années, et qui lui sa technique c'était mais tu fais chier à écrire des scénarios, j'en ai rien à foutre, moi ce que je veux, je mets un dessin et je fais un dessin, puis après je fais l'autre.
Et lui, il faisait ça. Il a fait des tas d'expérimentations qui sont géniales. Là-dessus, il n'avait même pas de picot à l'époque. Il posait son dessin, il faisait un truc au stabilo, il reposait, et puis il s'apercevait que comme il redécalquait son décor, le Pour décor ceux qui ne bougeait. connaissent pas les films de Jean-Christophe Vellard, ce sont des films pratiquement dessinés, enfin pas en direct puisque ce sont des dessins, mais c'est caméra très aérienne. Avec justement donc des dessins au feutre la plupart du temps et donc c'est assez et à 360 degrés quoi, c'est pratiquement en caméra haptique quoi. Donc c'est assez remarquable. Hein. Et lui, il raconte cette impossibilité aujourd'hui qu'il a de faire des dossiers, tu vois. Enfin, parce que voilà, pour lui, c'est une pure pulsion dessinatoire. Voilà, ce qu'il veut, c'est dessiner, quoi. C'est avoir ce plaisir à dessiner. Et du coup, il a énormément de mal à trouver des financements pour faire ce genre de. Mais il peut aussi avoir, un traducteur de ses dessins. Enfin, ça arrive que les producteurs non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, formalisent par écrit. On est mis, et c'est loin de moi l'idée de critiquer le support qu'on a par toutes les régions, le CNC, etc. Mais c'est vrai qu'on devient, on est obligé de se mettre captif. On est obligé de se mettre dans la position d'un demandeur, d'un créateur de projet avec une intellectualisation, une scénarisation, un processus, intellectualiser son processus de création, l'expliquer, etc., etc. Donc pour des gens comme Jean-Christophe Villard qui sont à la limite de l'artiste ultime juste sur une pulsion comme ça devient extrêmement. On est à la. Mais c'est pas le seul. Enfin, il y en a d'autres qui sont comme ça, effectivement, et c'est souvent le producteur qui traduit et qui formalise aussi en discutant beaucoup avec son auteur et pour pouvoir justement monter le dossier après qui va passer dans les commissions X ou Y. Oui, c'est évidemment une question d'échelle. Après, c'est une question de guichet aussi. C'est-à-dire qu'en court-métrage, peut-être moins sur la série, mais on est mélangé, enfin les gens de l'anime sont mélangés avec les gens du live. Et les gens, enfin sur la contribution financière, quand tu déposes un projet, tu es avec tous les gens qui font du live. Et il y a une normalisation du dossier sur le scénario et sur la note d'intention et la note de fabrication et un truc. Et donc, on est les commissions, qu'elles soient au CNC, en région. Alors bon, des gens comme Hélène Vessière, etc., qui sont plus dans l'anime depuis... Bon, et puis elles décident toutes seules aussi. Mais donc elles arrivent à prendre en compte des projets où il n'y a pas trop d'écrits. Mais l'écrit, il prime sur ces commissions-là. Et j'ai l'impression que le board vient après. Après, bon, il faut évidemment des images pour... mais oui, on est tout simplement avec les gens du live sur ces guichets. Donc le scénario, l'écrit est important, a une grosse part. S'il y avait des guichets juste pour le court-métrage d'animation ou juste pour le long-métrage d'animation, je crois qu'il y a, sur le long-métrage d'animation, ça je sais pas. Mais en tout cas, en court-métrage, s'il y avait des guichets juste pour le court-métrage d'animation, et peut-être que l'écrit aurait moins d'importance. C'est pas sûr, mais bon. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, il y a une question là. Je sens Monsieur Pascal Vinet très réactif. Oui, je réagis tout de suite parce que je fais partie de la commission Poitou-Charentes Cinéma. Il y a un guichet spécialement dédié au cinéma d'animation et on rencontre exactement le même problème. Donc je crois que la question que vous soulevez elle est très intéressante parce que c'est un débat qui est revenu à plusieurs reprises au cours des rencontres, notamment de Fontevraud, mais ailleurs aussi, qui exigerait d'approfondir en fait l'échange entre réalisateurs, créateurs, parce que vous êtes beaucoup, comme Florence notamment, à s'élever depuis longtemps contre ces principes normatifs, et ceux qui représentent les institutions, les commissions justement en particulier. Je pense qu'il y a une confrontation, un débat qui devrait s'ouvrir beaucoup plus, d'ampleur que celui qui existe jusqu'à maintenant, qui se fait simplement à fleury-moucheté. J'ai un dossier, alors attendez que je vais vous envoyer tout de suite. Je déconne, mais c'est vrai que moi j'ai écrit, le dernier film que j'ai écrit, ça n'a pas marché du tout, mais je l'ai écrit, c'était une pulsion comme ça, j'avais envie de faire un truc, ça s'appelle À Contresens, voilà. Alors j'ai fait plein d'images, mais j'avais pas vraiment d'idée de scénar, j'avais une idée de rythme, d'ambiance, de musique, mais j'avais pas vraiment de scénar. Voilà. J'ai écrit un scénar après, et je crois que je me suis embourbé dans le papier. Voilà. Jean-Baptiste, une question.
Oui, est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur la manière d'enseigner le storyboard, et puisque vous travaillez, enfin en tout cas à deux, ou même d'apprendre le storyboard dans les écoles, est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez qu'il y a voilà, ce côté normatif, est-ce que vous le voyez dans les écoles, ou est-ce qu'au contraire il y a une grande liberté, je ne sais pas, entre l'ENSA, l'atelier de Sèvres, la Poudrière où vous avez été? Alors je vais répondre, et puis après je vais sûrement laisser la parole à Florence, si tu veux répondre à ça. Ouais. En fait, moi j'enseigne le storyboard donc à l'atelier de Sèvres, comme tu le sais. Mais voilà, j'essaye de donner. Non, mais bon, en fait, je fais des cours sur l'industrie parce que j'essaye de leur donner un outil de travail pour qu'ils puissent trouver du boulot. Et donc là où je suis allé pour faire du storyboard comme storyboarder, je leur enseigne ça. Mais après, je pense que comme dans n'importe quelle dimension artistique, comme dans n'importe quel travail artistique, après il y a une part de recherche personnelle qui s'enseigne pas ou qui se pratique surtout. Et après, c'est bien d'avoir des tuteurs ou des gens qui sont dans les ateliers pour aider à faire accoucher les idées. Parce que moi j'ai eu le bonheur d'avoir des profs comme ça aux Arts Déco. Mais moi je me contente pour le moment, à l'atelier de Sèvres, en tout cas à ce niveau-là, de donner des outils très pragmatiques pour ensuite avoir un boulot. En fait, je ne sais pas comment répondre à ça. Je pense que la question, ça serait de se demander si le storyboard c'est une technique ou si c'est une écriture ou si c'est... je pense que comme tu l'enseignes peut-être effectivement comme un outil qu'il faut maîtriser pour pouvoir avoir du boulot, du coup c'est une technique, ça devient une technique. Donc il y a une technique pour faire un storyboard comme ci, comme ça. Et le storyboard, ça peut être aussi au contraire une écriture. Parce que peut-être que c'est ce que j'essayais de dire quand je vous montrais juste 3 tâches là, qui représentent une femme qui s'agenouille et qui va boire dans l'eau, etc. Là peut-être qu'on est plus dans une écriture presque, enfin, comme une écriture de notes, une écriture plus personnelle, mais qui permet aussi, enfin, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que les gribouillis n'auraient pas suffi à te rendre compte que l'écriture, quelque part, ne marchait pas au niveau de l'écriture du scénario. Mais cette écriture-là, enfin, moi, je sais pas, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Moi, je vois bien. Enfin, voilà, est-ce que cette écriture-là, comment on l'enseigne ou comment on la, je pense qu'il y a aussi. Aux Arts Déco, on essaye un peu, mais il y a aussi le risque d'une comment dire. D'une surévaluation de ce que sont toutes les indications autour du storyboard. Le numéro de plan, le mouvement de caméra, le cross-dissolve, les action notes, le machin. C'est-à-dire tout ce qui... Si on se focalise sur cette prise de notes, cette façon d'indiquer, cette façon de travailler l'image, de l'analyser... tu vois, quand tu me dis j'ai essayé de faire un dessin des phares qui arrivaient dans la forêt, j'y suis pas arrivé, j'ai pris une autre solution, typiquement, tu es dans la problématique du storyboard. C'est-à-dire que tu cherches avec les moyens techniques que tu as, avec la pratique artistique que tu as, tu cherches une solution, tu ne la trouves pas comme tu l'avais imaginé dans ta tête à première, tu trouves un profil, et là tu résous ton problème à la fois technique et artistique. Et donc tu es dans la problématique du storyboard. Après, savoir si tu as mis le numéro de panel avec le timing du plan au bon endroit, le cross-dissolve, etc., ça devient... on peut se focaliser un petit peu là-dessus, tu vois. Mais le principe même, c'est avant tout de chercher, c'est ce que tu fais, c'est le corps du travail, il est dans ce que tu fais quand tu dessines tes 3 dessins pour essayer de comprendre comment tu vas raconter cette histoire, quoi. Et donc c'est vrai que selon l'enseignement, il peut des fois ouvrir sur une première demi-journée, tu dis le storyboard c'est avant tout c'est de réfléchir là-dessus, mais après tu vas passer du temps à expliquer comment indiquer un truck out, un truck in, expliquer des termes franglais bizarres. Et finalement oublier le sens, tu peux oublier à la fin le sens profond du truc, quoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est avant tout, effectivement, la façon de visualiser... Enfin, c'est une mise en image de l'écrit. C'est une mise en image de l'idée que tu as de ton film, quoi, en fait. Avec les moyens les plus rapides et en fonction du but que ça doit avoir, soit pour toi-même, soit pour une équipe, soit pour... Ça te permet de te projeter rapidement dans une image, dans une narration, dans un rythme, dans tout ce que tu veux, dans un mouvement de caméra, dans une technique.
tu le fais en noir et blanc rapidement, comme toi tu le fais sur ta feuille A3, et parce qu'il s'agit bien de mettre en œuvre un imaginaire, un rythme au travers de ces 3 dessins, quoi, et qui va te permettre d'aller plus loin, de trouver des solutions, de dire ah oui, je vais le faire comme si, bah ça j'arrive pas, voilà, j'y arrive pas, ou j'ai pas le dessin pour mes ambitions, ou alors j'ai pas, ma technique va pas me permettre à faire ça, et donc de faire la part des choses entre, et c'est ça la merveille du dessin animé, quoi, c'est bien de faire la part des choses entre la technique, les moyens que t'offre cette technique. Bon, par exemple, si on parle du travelling, par exemple, qui est en 2D dans la pratique que moi j'ai, qui est une sorte d'impossibilité, pratique, sauf à avoir beaucoup de patience et faire bouger le décor comme ça en avant. Voilà, donc c'est... Bon, par exemple, c'est un outil cinématographique génial, et c'est un outil qu'en 2D, on est assez rapidement amené à oublier, quoi. Sauf Miyazaki, mais même Miyazaki, il y a une rupture graphique quand il fait Princesse Mononoke qui avance dans la forêt avec les speedlines du sol qui passent. Il y a une rupture graphique, quoi. Tout d'un coup, ça ressemble plus à ce que ça ressemblait. Donc là, il prend la décision de faire une rupture graphique versus la décision d'avoir une continuité graphique et pas de travelling, quoi. Donc moi je trouve que c'est là que notre métier devient intéressant, quoi. C'est dans cette dialectique là que tu trouves tes... Oui. Je suis pas tout à fait d'accord là pour le coup, mais ça, après non, mais sur la technique ou le propos ou la technique, c'est les deux ensemble. Alors après, dans l'enseignement, est-ce qu'il faut démarrer par la technique, aller vers le propos, démarrer par le propos et ensuite au fur et à mesure apporter des outils techniques? De toute façon, les deux doivent cohabiter. Et moi, c'est vrai que je démarre par la technique, parce que je considère que je fais, avant de faire du dessin, je fais du cinéma, et que le langage cinématographique, c'est important pour parler, pour déterminer les choses. Oui, non, mais bien sûr, non, mais le numéro de panel en haut à droite, oui, c'est sûr que... Dernière question. C'est pas une question, c'est une réflexion. Oui. C'est que je pense que, hélas, le storyboard ne devrait s'arrêter qu'à la fin du film. Et c'est ce que font les Américains. C'est parce qu'ils en ont sans doute les moyens et les budgets. Et moi, tous les films sur lesquels j'ai vu les réalisateurs œuvrer avec leur storyboard, il y a toujours un va-et-vient entre le storyboard et le moment et l'animation. Et on revient au storyboard, quelquefois quand c'est un animatique, au montage. Mais le storyboard, c'est quelque chose qui doit courir tout au long du film et être modifié au fur et à mesure de la réalisation du film. Ça paraît évidemment inenvisageable dans nos budgets de production, mais à mon avis, c'est la seule méthode véritable pour que le storyboard soit un outil de communication, d'écriture et de montage. À partir du moment où le storyboard c'est du montage, là je ne peux Oui, mais là on se rejoint parce qu'effectivement le storyboard n'est pas une fin. Ouais, c'est dire que le storyboard n'est pas une fin en soi. Donc effectivement, entre le storyboard et le film, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui évolue, parce que ça change en fait. Enfin, j'imagine. Le storyboard c'est le film en fait. Normalement. Non, justement. Forcément. Moi, je dirais l'inverse, quoi, que le storyboard, c'est pas le film. On est obligé de conclure, mais en tout cas, Non, je pense que la solution du problème, ce serait d'éduquer les financeurs et les producteurs en leur apprenant à essayer d'imaginer qu'un film peut être génial sans qu'il ait un storyboard complètement ripoliné, quoi. Donc ça, c'est de l'éducation. Non, mais faut faire un truc ici. Mais je pense que c'est possible parce qu'il y a le film de Sébastien Lodenbach qui s'est fait sans storyboard parce qu'il n'a pas réussi à trouver les financements et que du coup il a commencé il a avancé son film comme ça, quoi. Ça serait injuste moi je trouve ça serait relativement injuste de penser qu'ils ne sont pas éduqués, parce que moi j'ai travaillé avec des gens dans les chaînes, dans des chaînes qui
peut-être la première fois qu'ils ont vu un animatique, ils n'ont rien compris, ils se sont ennuyés, ils ont bâillé. La deuxième fois, ils avaient l'expérience de qu'est-ce que ce film était devenu et comment ils pouvaient utiliser cet outil. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure où des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'animation, qui ne travaillent pas l'animatique, regardent des animatiques, ils s'éduquent eux-mêmes par la simple expérience de voir les problématiques qu'on rencontrait au storyboard. Ah tiens, c'est vrai, j'avais trouvé ici qu'il y avait des longueurs, où il y avait un problème sur le personnage, et puis à la fin, ça se retrouve dans le film. Par contre, là, j'avais trouvé que je m'ennuyais vachement parce qu'il n'y avait pas de détails. À la fin, je m'ennuie pas parce que les décors sont là. Donc, il y a cet aller-retour entre l'expérience. D'ailleurs, ma pratique de storyboarder, quand je travaillais sur Princesse Shirazade, elle était la même. C'est-à-dire qu'on faisait des boards le mieux possible. On les envoyait en Corée. 3 mois après, on recevait l'épisode fini et on disait « Ah là, ils sont passés complètement à côté, j'ai mal expliqué mon storyboard, là, les propositions de plans, d'establishing, c'est super débile, il n'aurait pas fallu faire comme ça. » Et c'était par ce retour d'expérience qu'on voit comment faire, quoi. Et je pense que... Voilà, juste... Parfait. Merci. Eh bien, en tout cas, merci à vous trois et puis merci à vous. Merci.